Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par la Fédération française des musicothérapeutes à l'occasion de la Journée européenne de la musicothérapie. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps d'échange et de partage autour de la musicothérapie et des soins palliatifs. Ces webconférences s'inscrivent dans le cadre du travail mené par la FFM pour la réglementation du Merci. métier de musicothérapeute. L'objectif, est de mieux faire connaître la profession, de valoriser la diversité des pratiques et de partager des expériences cliniques et scientifiques ancrées dans la réalité du terrain. La webconférence d'aujourd'hui durera environ 1 h 30. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Donc elle est enregistrée et sera diffusée prochainement sur YouTube, sur la chaîne de la FFM. Donc vous pourrez y accéder, facilement. Vous pourrez utiliser le chat tout au long de la présentation. Donc, si vous avez des questions et cetera par rapport, aux différentes interventions, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, je les reprendrai, à la fin et on pourra poser, les questions pendant un temps d'échange. Avant de vous présenter les intervenants de ce soir, je vais, faire, une rapide présentation, dire quelques mots, sur, la Fédération française des musicothérapeutes. Donc la, FFM qui est, l'instance représentative de la profession en France. Elle est membre de l'Union française pour, la musicothérapie, donc l'UFM, qui est née d'un partenariat entre l'AFM, l'Association française de musicothérapie, la SFM, la Société française de musicothérapie et la FFM. Donc c'est un accord qui a été signé en 2024, donc qui a créé l'Union française pour la musicothérapie. La FFM agit pour la promotion, la reconnaissance du métier de musicothérapeute en France. Elle est également adhérente à l'EMTC, donc l'European Music Therapy Confederation. Excusez-moi pour, l'accent anglais qui est pas terrible. Les, missions de la FFM, c'est, principalement de garantir des normes élevées de compétences et d'éthique dans la pratique de la musicothérapie. Elle vise à sensibiliser le public et les professionnels de la santé aux bienfaits de cette discipline, tout en fournissant un soutien continu à ses membres. La FFM en quelques chiffres, donc c'est, environ 300 adhérents actifs, 600 adhérents, globalement au sein de l'UFM, 12 groupes régionaux actifs également et 3 associations partenaires dont je vous ai parlé juste avant, donc la SFM, l'AFM et le MTC. Les objectifs de la FFM, c'est œuvrer à la reconnaissance et la réglementation de la profession, regrouper les musicothérapeutes en France et assurer la défense de leurs intérêts. Collaborer également avec les institutions de santé, les organismes gouvernementaux pour intégrer la musicothérapie dans les pratiques de soins. Également fournir de nombreuses ressources et des outils comme les visiothématiques par exemple pour soutenir le développement professionnel de ses membres. En l'absence de, réglementation officielle, la FFM travaille depuis, plus de 20 ans à la structuration de la profession, notamment à travers de la création d'un code de déontologie, un comité éthique indépendant, un référentiel métier, un référentiel formation, un observatoire de la profession et cetera et cetera. La FFM a également de nombreux partenaires, donc le MTC dont je vous ai déjà parlé et puis, de nombreux acteurs de la santé en France aussi, France Alzheimer, France Parkinson par exemple, Fuso, la SACEM, Kern et cetera. Donc on mène pas mal d'actions, avec ces partenaires-là, et puis, ça fournit également des avantages à nos adhérents, notamment, des offres, avantageuses, sur Kern ou Fuso pour, ne citer que. Voilà, vous avez également l'adresse internet et cetera et tous les contacts dont vous avez besoin. Je vais maintenant, vous parler de la webconférence de ce soir qui, aura pour thématique donc les soins palliatifs. Alors les soins palliatifs, reprochent sur une approche, globale, soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, soutenir les proches et préserver la dignité. Dans ce contexte, la musicothérapie constitue une intervention clinique spécifique fondée sur les propriétés émotionnelles, sensorielles et relationnelles de la musique, mobilisée intentionnellement par un professionnel formé. Elle peut intervenir sur 3 grands axes. En soins de support, donc là, ça va être plutôt la réduction de la douleur, anxiété, agitation, l'amélioration du confort général. Ensuite, sur le plan émotionnel existentiel, permettre l'expression, apaiser la détresse, soutenir l'identité et la continuité de soi dans des moments de grande vulnérabilité. Et dans la relation, favoriser un espace de présence, de connexion avec les proches, maintenir un lien, même lorsque la parole s'efface. Les recommandations de la HAS, donc la haute
autorités de santé reconnaissent la musicothérapie comme une intervention non médicamenteuse validée, particulièrement pertinente dans le traitement de la douleur et de l'anxiété et dans l'accompagnement global des patients en soins palliatifs. En soins palliatifs, la musique soutient le vivant, l'intime et l'humain, et c'est ce que nos intervenants vont illustrer ce soir à travers leurs expériences de terrain. Et je vais donc vous présenter les 3 intervenants de ce soir, qui sont Aude Manteau, qui va ouvrir les interventions ce soir, qui est musicothérapeute clinicienne spécialisée en oncologie, en soins palliatifs, et qui exerce à l'ICM, l'Institut du cancer de Montpellier. Elle allie pratique, recherche, enseignement, et elle est également notre secrétaire adorée à la Fédération française des musicothérapeutes depuis 2023. Ce soir, elle abordera la prise en charge donc en soins palliatifs, centrée sur l'humain et le lien avec le patient, dans une approche pluridisciplinaire, où la musicothérapie s'impose comme un accompagnement global et efficace. On aura ensuite Alain Duc, qui exerce, lui, depuis plus de 7 ans en soins palliatifs à l'hôpital Forcy. Il accompagne également des personnes atteintes de cancer et travaille dans un foyer médicalisé en psychiatrie. Il abordera le rôle de la musicothérapie en mettant l'accent sur l'accompagnement émotionnel du patient et de ses proches. Et ensuite, on terminera avec l'intervention de Salomé Kion, qui, elle, a pris une formation en chant lyrique, une expérience d'infirmière en réanimation, est devenue musicothérapeute. Elle exerce principalement à l'hôpital Foch, en HAD, donc l'hospitalisation à domicile, et en libéral. Elle présentera des vignettes cliniques illustrant les soins palliatifs à domicile dans le cadre de l'HAD en pédiatrie et chez l'adulte. Voilà pour la présentation des intervenants. Je vais maintenant vous souhaiter une très bonne webconférence. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on les reprendra à la fin. Voilà, merci à tous et je laisse donc la parole à Aude Manteau. Merci Cyril. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence sur cette webconférence. Donc, comme l'a dit Cyril, je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier et donc mon expérience en soins palliatifs est vraiment centrée sur la phase palliative en oncologie, du coup. Et donc, ce que je vais aborder ce soir, c'est vraiment l'apport de la musicothérapie dans la prise en charge globale des soins palliatifs et plus particulièrement sur l'accompagnement de fin de vie. On sait que le soin palliatif, enfin la phase palliative en tout cas, c'est une phase qui peut être très longue avec différentes phases. Et donc voilà, moi ce dont je vais vous parler ce soir, c'est notamment sur cette phase qu'on appelle donc l'accompagnement de fin de vie. Qu'est-ce qui est important dans cette phase-là du parcours de soins? C'est avant tout d'améliorer la qualité de vie du patient en diminuant ses symptômes et notamment la douleur qui reste quand même un des symptômes les plus présents en soins palliatifs et qui très souvent est mal contrôlé malgré les traitements. Donc il y a de nombreux réajustements à faire au niveau des dosages des traitements. Et donc, voilà, c'est très, très important. C'est vraiment un des objectifs principaux quand même de l'accompagnement de fin de vie, c'est cette gestion de la douleur et de la souffrance en général. Et sachant aussi que la douleur, c'est vraiment, c'est multifactoriel. On sait que voilà, la douleur, c'est quelque chose qui vient engager différentes composantes et au niveau physique et au niveau psychique. Et la musicothérapie a quand même cet avantage de venir avoir un effet sur cette multidimensionnalité, justement. Là où les médicaments, par exemple, si on prend la morphine, elle va agir sur l'aspect physique de la douleur. Avec la musicothérapie, on a cet avantage de venir vraiment soutenir autant le physique que le psychique dans cette multidimensionnalité de la douleur. Alors bien sûr qu'on n'est pas mieux que le médicament parce qu'on est sur cette approche globale, c'est juste que le médicament va avoir vraiment cet impact sur la douleur physique et que nous, avec notre intervention en musicothérapie, on peut venir soutenir, accompagner et renforcer du coup cet effet du traitement médicamenteux.
Il y a un oncologue en juin dernier que j'ai entendu lors d'un congrès qui a dit cette phrase magnifique que je répète très souvent depuis. C'est l'oncologue, le docteur Jean-Loup Mouisset, qui a dit en congrès les interventions non médicamenteuses viennent sublimer l'effet des traitements médicamenteux. Et cette phrase, je la trouve assez parlante et assez forte. Et c'est vraiment ça. Et je pense que ça prend encore plus de dimensions dans cet accompagnement en soins palliatifs, où on vient vraiment en soutien, en accompagnement des traitements médicamenteux et de ce que toute l'équipe soignante peut essayer de mettre en place auprès du patient. L'accompagnement de fin de vie, c'est un moment où il est important pour le patient de garder du lien, de conserver le lien avec ses proches. C'est un moment où il peut être important de dire des choses. Et pour pouvoir dire ces choses-là, il faut que les moments puissent être de qualité avec les proches et avec la famille. Et donc, ce qui veut dire aussi que potentiellement, on sait que les traitements qui sont mis en place pour soulager les souffrances, ça peut être des traitements qui ont un effet sédatif. Donc, le patient peut ne plus être dans un état de conscience, ça peut être un état de conscience altéré, justement. Et donc, on peut être amené à modifier ce dosage de traitement aussi. Les médecins peuvent être amenés à ça pour permettre aux patients, de temps en temps, quand c'est nécessaire en tout cas, de revenir dans un état de conscience un peu plus alerte. Et où du coup, ça veut dire aussi que si on modifie ce dosage de traitement pour que le patient soit plus en conscience, potentiellement, ça veut dire que les souffrances et les douleurs notamment peuvent réaugmenter à ce moment-là, puisqu'on n'est plus dans le dosage qui soulage la douleur. C'est notamment à ce moment-là, quand même, qu'on peut avoir, nous, avec les séances de musicothérapie, un effet vraiment bénéfique parce que finalement, on vient pallier le manque du médicament ou on réduit le dosage pour que le patient soit réveillé, réveillable aussi, parce que des fois, même réveillable, c'est compliqué. Donc, pour que le patient puisse être en état d'éveil et qu'il puisse être dans l'échange, dans le partage avec ses proches, c'est important de pouvoir parler à ce moment-là, etc. La séance de musicothérapie peut venir pallier à ce moment-là le traitement qui est moins fort, en venant du coup travailler justement sur cette gestion de la douleur. Alors, comment en musicothérapie on peut travailler sur la gestion de la douleur? Déjà, pourquoi ça peut avoir un effet sur la douleur ou sur les autres souffrances? C'est qu'avec des séances de relaxation, par exemple, on va pouvoir venir relâcher les tensions physiques. Ça, c'est une chose, mais on sait aussi depuis maintenant quelques années qu'au niveau cérébral, il se passe énormément de choses quand on écoute de la musique. Et notamment, il y a la libération de neurotransmetteurs tels que, par exemple, la dopamine. Et donc, la dopamine, ça vient activer le circuit du plaisir. Donc, ça amène ce sentiment, cette sensation de bien-être et d'apaisement. Et on vient sécréter de l'endorphine aussi. Et les endorphines, ce sont en fait des opioïdes qui sont sécrétés naturellement par le corps et qui ont ce même effet finalement que la morphine. La morphine, c'est une hormone synthétique, voilà, c'est le médicament qui fait ça. Mais finalement, le corps sécrète la même chose. Donc, on vient aussi sécréter ces endorphines qui permettent du coup, qui agissent en tout cas sur la gestion de la douleur et sur une amélioration de l'humeur aussi. Donc, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de fantastique, c'est une réponse cérébrale qui fait qu'on peut avoir cet impact sur la douleur et du coup aussi, voilà, quand on met le patient dans un contexte de détente, de relaxation, les tensions viennent aussi s'apaiser et tout ça, ça fait qu'on peut avoir un impact sur le ressenti douloureux. Et ce qui vient aussi avoir cet effet-là, c'est qu'on décentre l'attention du symptôme vers la musique. Notre cerveau est bien fait, il ne peut pas gérer trop de choses en même temps. Finalement, c'est bien arrangeant cette affaire. Et on vient décentrer l'attention. Au lieu que l'attention soit portée sur la douleur, on vient la porter sur la musique.
Et donc voilà, ces 3 leviers, je dirais, font qu'on peut avoir un impact sur le ressenti douloureux par les séances de musicothérapie. Et donc, par extension, permettre de garder ce lien à l'autre, aux proches, mais aussi aux équipes médicales, parce que c'est important de pouvoir parler avec ces médecins, avec les soignants qui s'occupent du patient au quotidien, et de pouvoir être dans cet échange-là. Un des protocoles, un des dispositifs qu'on peut proposer en séance de relaxation, c'est un protocole qui a été mis en place par Pierre-Luc Bensoussan, qui est musicothérapeute clinicien et ancien responsable pédagogique du département musicothérapie de l'Université de Montpellier. Et donc, le protocole en question, c'est le protocole Qigong-Qi. Et le gros avantage de ce protocole-là, c'est que ça repose sur de l'improvisation instrumentale et que du coup, on est vraiment en adaptation instantanée auprès du patient. Donc, c'est vraiment une intervention où le musicothérapeute est au chevet du patient, à côté de lui, et où il va improviser avec le Qigong-Qi pour pouvoir amener le patient dans un état de relaxation profonde, un état de conscience modifié. Donc finalement, ça peut se rapprocher d'une séance d'hypnose dans les impacts, dans l'objectif, dans les effets recherchés. Sauf que cet état de conscience modifié, il est induit par la musique, alors qu'en hypnose, ça serait induit par la parole. Mais c'est un peu le même procédé quand même. Et donc, cette improvisation, elle n'est pas faite au hasard. Le musicothérapeute est musicien avant tout. Donc, voilà, il doit pouvoir improviser en fonction de ce qu'il observe du patient. Donc, c'est ce qu'on va appeler les observations cliniques. Donc, je suis musicothérapeute, je suis à côté de mon patient avec mon instrument. Et pendant que je joue, j'observe le patient. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? On va pouvoir observer sa respiration. On va pouvoir aussi, s'il est branché, mais c'est quand même assez rare en accompagnement de fin de vie, mais s'il est branché, si on peut avoir son rythme cardiaque, on va pouvoir faire attention à ça aussi. On va regarder l'expression de son visage. Est-ce que les traits sont tirés? Est-ce qu'on observe que ça se détend au fur et à mesure de la séance? Moi, j'aime bien observer les spasmes musculaires aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez parlant. On sait que quand il y a des spasmes, potentiellement, ça peut être un signe de détente. Donc voilà, on vient observer vraiment tout ça. Et à partir de ces observations, on va adapter notre improvisation pour permettre au patient, petit à petit, d'entrer dans cet état de relaxation profonde. Donc, notre jeu instrumental va ralentir au fur et à mesure, les notes vont se faire de plus en plus longues et on va amener comme ça le patient dans cet état de conscience modifié. On est vraiment là sur quelque chose aussi qui, à l'inverse de la prise en charge classique, je dirais, en musicothérapie, où on est sur un entretien, des bilans, etc., où on a besoin vraiment de connaître l'histoire musicale du patient pour pouvoir travailler avec lui. Ça, c'est vraiment quand même le gros point de la musicothérapie, où on est sur une approche globale du patient, à partir de son histoire, etc. Là, l'avantage de ce protocole-là, c'est que quand on est en soins palliatifs et qu'on est dans cette temporalité qui n'est plus la même et où surtout on n'a pas de vision réellement en accompagnement de fin de vie sur quel temps on a avec le patient, ce protocole a l'avantage de, même si je ne connais pas l'histoire musicale du patient, si je peux ne serait-ce que déjà échanger quelques mots avec lui, ce sera très bien, mais on n'a pas nécessité de connaître toute son histoire musicale puisqu'on ne va pas partir de ses goûts musicaux, mais vraiment de cette improvisation à l'instrument. Alors, il peut arriver que le patient n'aime pas l'instrument. Bon, bah, du coup, on peut changer aussi d'instrument, ça c'est aussi possible. Mais voilà, ça a aussi cet avantage-là que dans une temporalité qui est quand même très particulière en accompagnement de fin de vie, on n'a pas toujours le temps de faire entretien, etc. Ben là, on peut s'en passer dans le sens où on ne va pas partir de l'histoire musicale du patient pour intervenir, mais vraiment de la problématique, qu'est-ce qu'il faut soulager, à quel moment, ok, avec mon instrument, j'arrive et je me mets auprès du patient et avec son accord
quand il est encore en capacité de parler, je vais commencer à jouer. Donc voilà, cette temporalité propre aux soins palliatifs, elle est aussi très importante à prendre en considération. Et pour ça, il est du coup important aussi de pouvoir échanger avec les équipes soignantes pour qu'on puisse intervenir au bon moment quand c'est nécessaire et que ça les soutienne eux aussi dans ce qu'ils proposent aux patients et ce qu'ils font pour le soulager. Il y a quelque chose qui est très important aussi, il y a de nombreux articles qui relatent, qui font le bilan que un patient qui décède en étant bien soulagé, la famille va pouvoir entrer plus sereinement dans le processus de deuil et entrera justement dans ce processus de deuil en se disant que tout a été fait pour le soulager, qu'il est parti sereinement, apaisé, et que c'était le mieux qui pouvait arriver pour cette fin de vie. À l'inverse, un patient qui décède pour qui la douleur a été mal contrôlée, ou il est parti en souffrant, même si les équipes ont fait tout ce qu'il fallait pour le soulager, la famille risque en tout cas d'être dans un processus de deuil beaucoup moins serein et où la colère, qui est quand même une étape clé du deuil, peut se retourner contre l'équipe médicale à dire « mais vous n'avez pas réussi à le soulager, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, etc. » Il y a de nombreux articles qui reprennent ça. Et donc, ça montre bien quand même l'importance de la prise en charge de la souffrance en accompagnement de fin de vie et de tout ce qu'il est possible de faire. La prise en charge de la souffrance est une prise en charge interdisciplinaire et donc il faut essayer différents moyens pour réussir à soulager le patient et lui permettre de vivre ces derniers instants en étant apaisé, serein, et ce qui permettra aussi à ses proches d'être dans un processus de deuil plus serein et plus apaisé aussi. Voilà pour moi. J'espère que j'ai été assez claire dans mes propos et du coup, je laisse la parole à Alain et si vous avez des questions, il sera tout à fait possible que j'y réponde tout à l'heure. Merci à vous pour votre écoute. Eh ben, bonsoir. Donc, pour cette intervention, j'ai plutôt axé les choses sur la partie émotionnelle et l'accompagnement émotionnel, on va dire, du patient et de ses proches. Et finalement, en pensant à cette webconférence ce soir, je me suis rendu compte que mes premières interventions en soins palliatifs, c'était exactement il y a 10 ans, dans un autre hôpital que celui où je suis actuellement. Et du coup, ça faisait une sorte d'anniversaire. Alors, j'ai repris quelques cas de l'époque pour illustrer un peu les soins palliatifs, voilà, tels que je les ai vécus au commencement. Déjà, je me souviens que la première journée où je suis allé à l'unité de soins palliatifs, donc c'était de l'hôpital Cognac-Jay à Paris. La première chambre dans laquelle je suis rentré, j'ai eu un choc parce que je ne savais pas qui était la personne malade. En fait, je me suis trouvé avec 2 personnes assises, une dans un fauteuil, donc j'ai supposé que c'était le monsieur qui était malade, mais ça correspondait pas à mon imaginaire. Moi, j'imaginais qu'en soins palliatifs, tout le monde était en bout de course. Et c'était pas le cas. Et ce monsieur, dans la même après-midi, je le vois ensuite dans un couloir, il regardait des affiches pour acheter du champagne. Il disait tant qu'on est là, ben, autant en profiter. Donc, c'était un premier choc pour moi des soins palliatifs de voir qu'effectivement, il y avait des personnes dans le coma, il y avait des personnes qui étaient dans la phase agonique, mais il y a aussi des personnes qui étaient là, soit pour un séjour de répit, soit pour rééquilibrer la douleur, enfin, pour qu'ils puissent repartir chez eux avec un traitement adapté. Voilà, et alors je vais illustrer un petit peu la progression avec des cas.
notamment, on va dire, Madame A, qui était une personne qui venait du Bénin. Et donc, quand j'entre dans la chambre, en fait, la pièce est remplie de monde. Il y a vraiment 1000 monde là-dedans. Et cette personne qui a l'air vraiment exténuée, mais complètement exténuée, elle a les yeux fermés. On a l'impression qu'elle dort, mais je vois qu'elle ne dort pas. Et donc, je lui demande quand même, je pose quelques questions sur sa relation à la musique, puis elle me dit qu'elle chantait dans une chorale étant jeune, qu'elle jouait de la flûte. Et puis je lui demande, ah, vous voulez pas me chanter une chanson de votre pays? Et elle commence à chanter une chanson et c'est ses sœurs qui sont, enfin principalement ses sœurs, il n'y avait pas que ses sœurs, qui sont dans la chambre et qui chantent et elles chantent toutes ensemble. C'est absolument magnifique et c'est rempli d'émotions. Je, je comprends qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et à la fin, enfin, c'est à la séance suivante plutôt qu'elle me dit que en fait, c'est la chanson qu'ils ont chantée aux funérailles de leur mère. Et j'apprends par l'équipe soignante qu'il y a beaucoup de tensions dans cette famille. Euh, c'est peut-être ce que j'ai senti en entrant dans la pièce. Et là, d'un coup, il y a une connexion avec une peine à la fois, mais en même temps quelque chose de commun qui est leur mère. Et la fois suivante, j'amène des instruments, chacun prend un instrument, c'est pareil, il y a encore des tensions et on improvise une chanson sur les prénoms de chacune des personnes et puis, j'ai préparé un montage pour cette dame, un montage musical. Alors je connaissais pas vraiment les musiques du Bénin, donc j'ai pris des musiques du Mali. Or, par chance, cette personne a travaillé, la majeure partie de sa vie au Mali. Elle était médecin, en fait, cette dame et elle dit: «Ah mais moi, je ne peux pas rester comme ça». Elle était assise sur sa chaise avec la perche, enfin le fauteuil avec la perche et puis elle commence à danser et tout le monde dans la pièce se met à danser et heu et ça devient une espèce d'explosion de joie. Et voilà et la fois suivante, cette dame, me dit que, bah, que la relation dans la famille a changé, notamment avec sa petite sœur qui pleurait absolument tout le temps et on en reste là puisque, elle rentre chez elle pour les fêtes de Noël. Donc voilà, ça c'était un des premiers accompagnements que j'ai eu à faire. Et voilà, je pensais illustrer un deuxième dans ces accompagnements de début de pratique en soins palliatifs. C'est Madame I, une dame qui était autrichienne et qui avait une relation très forte avec la musique, vraiment très forte. Donc la première fois que j'entre dans sa chambre, elle est vraiment prostrée dans son lit, recroquevillée en position fétale et mais elle me dit, en gros, elle aime Schubert, Mozart, et cetera. Donc je lui mets un morceau de Mozart et elle s'allonge dans le lit et puis d'un coup, elle met ses bras au ciel. Elle reste, au moins 10 minutes, les bras au ciel et elle est vraiment dans un extase musicale, dans un extase musicale et je pense que j'ai eu à peu près 6 séances. Pendant, les 4 premières séances, c'était vraiment ça. Je me souviens d'une fois, elle m'a dit, alors qu'au début, elle était vraiment mal, elle me dit: «Mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel bonheur» et lors des dernières séances, les 2 dernières séances, il y a sa fille qui est présente et sa fille qui me dit: «C'est le meilleur des médicaments, pour ma mère». Et elle dit, «C'est curieux parce que le vendredi, elle va mieux et je me demande si c'est pas à cause de la musicothérapie», puisque j'étais là que le vendredi. Et lors de la dernière séance, elle n'est plus consciente, cette dame et un peu plus tard, bon, ouais, elle décède.
Voilà, ça c'était les premières, donc ces premières expériences où j'utilisais à l'époque pas mal des montages, musicaux et ensuite, j'ai changé d'hôpital, donc je suis allé à l'hôpital où je suis actuellement. Donc c'est une USP, une unité de soins palliatifs, à l'hôpital Forcy, c'est en Seine-et-Marne. Alors les unités de soins palliatifs, c'est, disons, on va dire, c'est pour les personnes qui sont dans des cas compliqués, hein, parce que sinon les personnes, pourraient être, en HAD ou, hein, dans d'autres systèmes. C'est souvent parce qu'il y a vraiment des notamment des douleurs qui sont vraiment résistantes, ou des situations sociales. Donc, je suis dans une équipe, je dois dire assez extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on fait partie d'une équipe, multidisciplinaire, donc qui comprend bien sûr, toute l'équipe soignante, médecins, infirmiers, aides-soignantes, mais kinés, psychomotes, socio-esthéticiennes, réflexologues. Il y a une personne qui vient faire de la médiation animale, une diététicienne, bien sûr. Vraiment, c'est une équipe complète et qui permet, d'avoir vraiment l'approche globale de la personne, hein, puisque comme disait Aude, bien sûr, il y a la douleur physique qui est le point le plus important, mais il y a la souffrance psychologique, sociale, spirituelle, existentielle qui, heu, qui est vraiment très forte à ce moment-là. On s'en doute bien, à la fin de vie, on va tous y passer, d'accord, mais une chose, c'est l'imaginer, on suppose que vivre ce processus, c'est vraiment extrêmement difficile, puisque c'est un moment où les personnes n'ont quand même, témoignent, perdre leurs repères, beaucoup de croyances, de choses, parce que des fois, c'est assez soudain, hein, dans les personnes qu'on a, donc des personnes qui, sont encore bronzées de leurs vacances et qui, entre-temps, ont été diagnostiquées et sont déjà en soins palliatifs. Donc des fois, il y a des virages, que réserve la vie qui sont vraiment, très difficiles à prendre. Donc dans cette équipe, hem, à l'hôpital Forcy, il y a vraiment cette culture palliative, j'allais dire. C'est vraiment une culture du soin, mais qui va dans des détails, heu, incroyables, quoi. C'est-à-dire, sur les petits plaisirs que l'on peut, apporter, à chaque personne. Je dois dire qu'on apprend énormément, des soignants, heu, pas simplement des médecins, mais par exemple beaucoup des aides-soignantes. Les aides-soignantes sont au plus près des patients et souvent elles ont beaucoup d'informations d'ailleurs sur le patient. Hem, voilà, alors j'ai relevé quelques petites choses un peu, différentes parce qu'au fur et à mesure la pratique s'est affinée. Voilà. Hem, Notamment, alors dans l'histoire de vie enfin le bilan un peu, pas le bilan, la biographie psychomusicale pour dire d'une certaine manière, c'est-à-dire reprendre toute l'histoire de vie à travers, les musiques qui ont compté dans la vie. Hem, donc ça a été, une grande partie enfin un moment en tout cas assez important, dans ma pratique et notamment avec les chansons. C'est-à-dire que, curieusement, au début de ma pratique, les chansons, je ne sais pas pourquoi, j'avais un a priori, je me disais: «Je ne vais pas me convertir en animateur». Il y a toujours un peu cette peur quand on est musicothérapeute. Or, je me suis rendu compte du potentiel, des chansons, notamment, à travers les paroles, des chansons, que choisissent les personnes. C'est-à-dire, ils prennent une chanson au hasard et on se rend compte que la chanson raconte souvent exactement, ce qu'ils veulent transmettre. Alors, dans un premier temps, je me rendais compte que souvent, c'était des chansons qui avaient à voir avec les bons moments de la vie, hein. Par exemple, un air, qui évoque, par exemple, pour quelqu'un, toutes les soirées, disco, quand il était jeune ou musette, souvent il y a des couples qui se sont créés, autour de ces mélodies et donc ces chansons, quand on les chante, on voit la personne, les yeux brillent, sa respiration change. Des fois, c'est toute la famille parce qu'il y a des codes, familiaux et il y a des chansons qui accompagnent toute la famille donc c'est pas, ça arrive que, toute la famille, chante, même si on est vraiment, sur la fin, hein, dans la phase agonique.
c'est une sorte de presque de rituel. Donc, il y a des chansons gaies, il y a des chansons tristes, mais des fois, c'est franchement, on rigole beaucoup. Ça paraît, bizarre, mais il y a beaucoup de rire, beaucoup de rire. Beaucoup d'humour, beaucoup de rire. Les personnes souvent sont, surprises elles-mêmes, hein, parce que quand j'arrive dans la chambre, musicothérapeute, bon, pour certains, ils le prennent tout de suite. D'autres, ils voient pas bien ce que je viens faire là, alors qu'ils sont malades, donc c'est plutôt une chose grave et arriver avec, musicothérapie, en plus, ils comprennent pas vraiment bien. J'ai beau dire un petit peu 2-3 explications, mais ça reste pas très clair vu que la personne a déjà tellement de problèmes, elle n'est pas là pour, se compliquer la vie. Et il y a des personnes aussi qui me disent qu'ils n'ont jamais écouté de musique, qui n'ont pas d'appétence pour la musique. Et donc j'ai pris le cas d'une personne, madame G, qui était dans ce cas-là, donc qui, pas d'appétence, pour la musique. Son mari était décédé peu de temps avant, elle n'avait plus de goût à rien. Donc la musique, comme ça, non, ça lui disait rien. Donc je lui ai proposé de lui faire écouter des sons, et ça, elle a accepté. Et puis elle a senti ça lui faisait du bien, elle se détendait, c'était plutôt agréable et que ça lui avait chassé ses idées noires. Ça, c'était la première séance. Je pense que ça s'est passé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances d'accompagnement de Madame Grimbert. Et ensuite, on fait la séance, mais avec, sa fille et son gendre. Et là, le cercle, s'élargit et les choses changent un peu dans le sens où, on commence justement à chanter, enfin pas à chanter d'ailleurs, on commence avec le tambour, parce comme elle était assez faible et c'est sa fille et son gendre qui chantent. Donc quand on chante comme ça, comme on n'est pas professionnel, on va dire, c'est c'est un peu ridicule. Donc ça a fait beaucoup rire madame G. Et elle tape, de plus en plus sur son tambour, puis à la fin elle dit: «Mais on rit comme des enfants». Et là elle commence à faire beaucoup de blagues. Parce qu'elle est très malicieuse. Et sa fille, a pris parce que ça arrive souvent qu'il y ait la famille prend des vidéos, donc a pris la vidéo de sa mère qui est, avec le tambour et en train de chanter et ça a fait le tour de la famille, donc ça a rassuré, enfin c'est pas rassuré parce que tout le monde sait qu'elle est vraiment en fin de vie, mais ça a rassuré sur son état intérieur, puisqu'il la voit joyeuse alors qu'elle elle était tout le temps déprimée. Et la dernière séance, donc elle est faible, elle dit aujourd'hui, elle arrivait à parler quand même. Elle dit: «Mais aujourd'hui je ne vais pas jouer de tambour». Et elle conclut en disant: «On a passé de bons moments ensemble». Voilà, c'était pour prendre un autre cas. Et je suis un peu perdu dans le temps, donc s'il y a encore un peu de temps, je veux bien en prendre un ou 2 parce que c'est des illustrations un peu différentes. Donc je prends le cas de monsieur L, qui était un infirmier, heu, et qui avait, j'avais une prescription pour lui parce qu'il avait de fortes angoisses. Bon, en général, c'est quand même un peu les prescriptions sont souvent, heu, en tout cas souvent on m'adresse les personnes à cause des angoisses soit de la personne, soit de l'entourage familial. Voilà, mais ce monsieur a vraiment un lien fort avec la musique. Donc je il flash en fait sur les bols tibétains, parce que j'ai des bols tibétains que j'utilise avec certaines personnes. Il flash vraiment avec ça et il se met en tête de construire un chemin, avec ça un chemin, heu, pour aller à l'intérieur de lui-même. Voilà. Donc j'ai des notes avec parce qu'à l'époque, on avait fait un poster au niveau du service et du coup, on avait enregistré les verbatims des patients. Heu, donc je vais vous lire quelques phrases, parce que je lui avais demandé: «Qu'est-ce que vous a apporté ce bain de son?»
c'est une renaissance. Pour moi, c'était une renaissance. Un oubli total de mon corps physique. Tout disparaît, mais simplement. Il n'y a plus de conscience. Moi, j'ai ressenti ça, plus de conscience, mais la notion d'une telle légèreté. Et là, plus de douleur, plus de tension. Voilà, donc on a eu, l'occasion de faire plusieurs séances avec ce monsieur. Je dis «on» parce qu'il y a des séances qu'on fait en binôme des fois, soit avec la psychomotricienne, dans ce cas-là, c'est avec la psychomotricienne, c'est-à-dire qu'il y a le bain de son qui est une sorte d'enveloppe sonore qui contient et la psychomotricienne qui elle, avec le toucher, avec le massage, réassure aussi la contenance, corporelle. Ce qui, chez ce monsieur, produisait des effets, vraiment forts. Je me souviens une fois, voilà, c'est ça qu'il dit, heu, c'était comme la transformation de l'étape de l'œuf à la libellule et que ça a été une clé pour me reconnecter. Donc ça, ce type d'accompagnement, ça arrive régulièrement de comment dire? De personnes qui cherchent, on va dire, l'essentiel intérieur. C'est une sorte, d'expérience, plus profonde. Tout s'effondre, mais on se rend compte que dedans, si la personne va suffisamment à l'intérieur, dans un état de détente, il reste, une sensation de paix qui semble altérée par rien. Alors, je vais aller vers la fin en parlant de Andrea. Heu, ah oui, oui, donc Andrea, c'est une jeune fille, elle a 25 ans. Heu, Elle subit un cancer, foudroyant. Elle vient d'apprendre qu'elle va pas avoir d'enfant et non seulement elle va pas avoir d'enfant, mais elle va mourir. Donc c'est vraiment un énorme choc, pour elle et pour ses parents, bien sûr. Alors dans un premier temps, parce qu'elle est vraiment mal aussi physiquement, des difficultés à respirer. Dans un premier temps, le contact n'est pas si facile, elle a des difficultés à dormir, donc je lui propose une première séance pour l'amener vers le sommeil parce que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, en fait, en jouant des instruments, un peu comme expliqué Aude, en espaçant à chaque fois plus jusqu'à aller vers le cette fois-ci, par contre, là, pour aller vers le silence, c'est-à-dire l'intention, là, était clairement de l'endormir. On a eu plusieurs séances ensemble et la confiance petit à petit vient parce qu'au début, elle était, rivée sur son téléphone, en fait. C'est-à-dire on voyait que la communication, fallait y aller, pas trop de façon directe. Mais petit à petit, ça s'est de plus en plus ouvert et notamment, encore une fois, que c'était avec le gong. Le gong, les bols tibétains et ces choses-là, où on a fait des séances avec la socio-esthéticienne qui faisait des massages pendant qu'on faisait, les sons et où elle arrivait vraiment à se détendre et à apaiser la douleur et aussi au niveau respiratoire, elle était, parce que sinon elle avait la respiration courte, elle souffrait de dyspnée. Donc là, ça l'apaisait vraiment et à un moment, donc la douleur est passée et elle nous prend, parce que j'avais un stagiaire avec moi, heu et puis elle veut nous faire découvrir, moi j'allais dire un peu son trésor caché, une petite musique qui n'a rien à voir avec les musiques qu'elle écoute habituellement, puisque c'est plutôt métal, c'est vraiment du sérieux quoi, enfin ça chauffe et c'est, une musique alors, de Tomb Raider. Alors Cyril, si tu veux la mettre, c'est 1 minute. Ouais, alors il faut juste que je partage Ouais. mon écran. Alors attends, hein. Et je pense que ça permet de faire une petite pause, parce que j'ai beaucoup parlé et en même temps de se connecter un peu à ces histoires. Est-ce que ça fonctionne là?
Ça s'est arrêté, ça marchait, mais ça s'est arrêté. On n'entend pas la musique là? Non. Bon, sinon, on laisse tomber, hein, c'est pas grave, hein. Attends, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça marche là? Non, c'est pas grave, Cyril. Alors attends, non, non, mais je vais faire Ouais. autrement. Je vais. Est-ce que là ça fonctionne? Non, Pardon. Ah, je sais c'est pas. pas grave, c'était juste pour faire une respiration, en fait. Et en même temps, parce que la musique, quand même, induit des émotions. Je suis Et désolé, là, je comprends pas du tout pourquoi ça fonctionne pas. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout ça pour dire que cette musique-là, c'est une musique vraiment qui est, enfin, peut-être il y en a qui connaissent, moi je connaissais pas. C'est une musique assez douce, c'est une sorte de plénitude de ce qu'on ressentait. Quand elle nous a fait écouter ça, c'était vraiment la plénitude, comme si elle savait un peu quelque chose de là où elle voulait aller. On sentait que ça lui rappelait quelque chose. Et la semaine suivante, entre-temps, elle avait été sédatée. Donc, je parle à son père et je lui raconte la séance parce qu'il était très content avec la musicothérapie. Et il me dit l'histoire de cette musique. C'est que quand Andrea avait 1 an et demi, elle était sur ses genoux et lui jouait à Tomb Raider. Enfin, ça a duré quelques années apparemment. Elle était toujours sur ses genoux et elle entendait cette musique. Voilà, donc elle est après donc elle était sédatée et elle a attendu quelques jours que son frère rentre des États-Unis et puis elle est partie aussitôt, vers d'autres, espaces. Voilà, donc j'avais prévu aussi une petite pluie de mots, enfin des patients pour les mais ça va pas marcher non plus, donc je pense le fichier audio. Ce que je peux conclure, c'est un peu personnel, c'est-à-dire que je pensais quand j'ai démarré en soins palliatifs, que j'allais acquérir de l'expérience, c'est vrai, et que comme si j'allais être de plus en plus fort, en fait, plus en plus fort dans le sens, solide et cetera. Et oui, il y a une certaine solidité, mais en fait, je me suis rendu compte, que paradoxalement, c'est plutôt une fragilité qui a augmenté. Alors, je sais pas si fragilité est le mot, mais disons que je pense qu'on enlève des cuirasses, parce que la finitude, c'est aussi notre propre finitude, c'est la finitude des êtres qui nous sont chers, hein, on y est confronté. Il y a régulièrement des patients qui nous rappellent quelqu'un, qu'on connaît ou l'histoire à voir avec la nôtre. Mais, à un moment donné, c'est comme si l'instrument, qu'est le musicothérapeute, devient de plus en plus, sensible et arrive à capter, de façon intuitive, quelque chose qui a à voir avec la profondeur de l'autre et souvent on trouve la musique ou ce qui va définir la séance va être une sorte d'intuition de quelque chose qui naît vraiment dans le moment. Donc au début, disons, quand je rentrais dans la chambre d'un patient, j'avais l'impression de faire un saut dans le vide et pas savoir ce qui allait se passer. Et ben, j'allais dire, ben maintenant, c'est la même chose. Heu, Chaque patient, c'est toujours le 1er patient parce qu'on sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer et on peut pas trop prévoir, même d'une semaine à l'autre. La personne qu'on a vue la semaine d'avant n'est peut-être plus la même, la semaine d'après, enfin même certainement plus la même d'ailleurs. Son état n'est peut-être pas le même. Parfois, tout se passe en une séance, mais vraiment quelque chose de très puissant, de très fort au niveau de toute la famille, hein, parce que des fois, c'est quelque chose de familial où il y a vraiment, des choses, remuantes, hein, notamment la phase agonique. Bah, ça y est, je me suis perdu, donc faut mieux que j'arrête là. Non, ce que je voulais dire, c'est parce qu'entre-temps, une autre image m'est venue, la musique aussi est utilisée comme rituel et alors il y a ça se passe de 2 manières, mais souvent, je pense à un exemple, c'était une personne qui voulait qu'on fasse une séance, un bain de son hem, il voulait faire ça avec, sa femme. On avait fait une séance psychomotricité et bain de son.
Or, la semaine suivante, justement, tout a changé et il apprend que c'est la fin, enfin là, enfin, on voit qu'il tient vraiment sur un fil et donc sa femme, enfin, tout le monde est au courant que là, on est vraiment à la fin, qu'il va falloir, sédater parce que c'était la demande du patient, hein, bien sûr. La demande du patient, qu'il avait des problèmes pour respirer, enfin, bref. Et hem et donc, on était avec la psychomotricienne et on va voir sa femme parce que lui, il pouvait peut-être, dire vaguement oui, non, mais c'est sa femme qui le comprenait, heu et donc on va la voir, on lui dit: «Bon, ben, écoutez, vu la situation, on va pas faire ce qu'on avait prévu» et puis elle demande quand même à son mari, parce qu'on voulait quand même être sûr de savoir que ça corresponde à ses volontés et puis non, lui, il voulait qu'on fasse cette séance. Donc il y a eu cette séance avec les sons et le massage et comme la psychomotricienne est avec une stagiaire, en même temps qu'elle il massait les mêmes endroits du corps du mari et de la femme et c'était une sorte de rituel, de dernière expérience, commune. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis désolé si j'ai été trop long. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et on va laisser la parole à Salomé maintenant. Pour terminer, Salomé, est-ce que tu es là? Je suis là. Allez, Est-ce super. que vous Je te laisse la m'entendez bien? parole. Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Salomé Kian. Je suis musicothérapeute depuis 2 ans. J'ai fait le master à Paris-Cité et je suis une ancienne infirmière de réanimation. Euh, donc actuellement, je travaille uniquement en tant que musicothérapeute dans différentes structures en hôpital de soins généraux, où j'interviens dans tous les services, et en hospitalisation à domicile. Et c'est plus particulièrement dans ce cadre-là que je vais vous parler des soins palliatifs. Euh, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, c'est des patients qui ont une maladie chronique grave qui pourrait nécessiter d'être à l'hôpital, mais qui ont un domicile suffisamment accessible pour leur permettre de pouvoir rentrer et souvent qui vont aussi avoir un entourage pour ouvrir la porte aux soignants et accompagner au quotidien. Donc, finalement, la maladie va avoir un impact important aussi sur tout l'environnement et donc on va prendre en charge les patients jusqu'au bout dans les soins palliatifs jusqu'au décès avec une possibilité, s'ils le souhaitent, un aller en USP, en unité de soins palliatifs, vraiment au dernier moment. Euh, donc, c'est vrai que moi, je suis pas souvent confrontée à la phase agonique des soins palliatifs, donc je vais vous parler plutôt en tout cas de la première phase des soins palliatifs, quand on va avoir un arrêt des traitements curatifs et qu'on va rentrer dans une phase de soins palliatifs. Euh, pour ça, donc, je vais beaucoup donner d'exemples où je prends en charge notamment le patient, mais aussi les aidants. Et donc, j'ai pu suivre, par exemple, Madame A et son mari, qui, donc Madame A, c'est celle qui est malade, elle a un cancer au niveau du cerveau qui est métastasé, elle est très au clair avec son pronostic euh, qui a plus de traitement curatif et les médecins estiment qu'elle a une espérance de vie de quelques mois. Euh, elle a un cancer du cerveau, ce qui va du coup avoir des atteintes cognitives et aussi motrices. Donc, c'est une dame qui est alitée et qui peut bouger voilà, ses mains et un petit peu ses bras, mais globalement, c'est que ça qui peut bouger. Euh, Son mari est très contrôlant. Voilà. Et en fait,
j'ai été sollicitée par l'équipe, par les soignants sur cette situation parce que justement, il y avait beaucoup de tensions entre ce mari et cette femme. Et, et donc, l'idée, c'était de pouvoir les accompagner tous les deux dans ce qu'ils étaient en train de traverser. Euh, et, euh, et en fait, quand j'ai proposé le suivi, la dame était très heureuse de cette possibilité-là et son mari beaucoup plus sur la réserve. Mais quand voilà, elle lui a expliqué que c'était pour elle aussi, qu'elle avait besoin qu'il participe avec elle, il a accepté de pouvoir participer à ces ateliers-là. Du coup, pour commencer mes séances de musicothérapie, je fais un bilan psychomusical qui me permet d'évaluer voilà, ce qu'on va pouvoir travailler, aborder avec les personnes que je vais suivre et comment le faire. Euh, Pendant ce bilan-là, il y a beaucoup effectivement, les tensions qu'il pouvait y avoir entre eux sont beaucoup ressorties. C'était même une façon, enfin, presque de l'agressivité qui émanait. Il y avait aussi pour cette dame une dévalorisation très, très importante. Beaucoup de stress, de douleur. Euh, et, euh, et donc, voilà, on a fait ce bilan-là et déjà à la fin du bilan, j'avais réussi à créer un lien de confiance, alors avec la dame assez facilement, mais du coup avec le monsieur, euh, et ça lui semblait déjà plus facile de pouvoir s'imaginer dans ce travail de musicothérapie. Euh, on a fait donc plusieurs séances ensemble, je les ai vues une, sur 8 séances et, euh, et au fur et à mesure des séances, ils investissaient déjà tous les deux de plus en plus les dispositifs proposés. Je propose des dispositifs de musicothérapie active, donc avec des instruments de musique que j'apporte à domicile, euh, des instruments qui sont faciles à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances musicales. Et donc, les dispositifs actifs avaient pour but de permettre au couple de réapprendre à communiquer sans utiliser le langage, puisque bah, la dame avait des pertes de mémoire sur les mots qu'elle voulait utiliser. Euh, et, euh, et donc, on passait vraiment par le fait de pouvoir s'écouter et communiquer en musique avec ces instruments-là. Euh, Ce qui permettait aussi du coup à la dame de gagner confiance en elle et au monsieur de prendre conscience de toutes les composantes de la communication finalement non verbale, mais qu'il arrivait à retranscrire dans la communication verbale. Euh, et donc en faisant ces exercices-là régulièrement, j'ai pu voir au sein de leur communication une amélioration de la façon de s'adresser la parole, de s'écouter, de ne pas couper la parole. Enfin voilà, dans la dynamique de la communication, il y a eu finalement une vraie élaboration et un mieux-être dans cette communication-là. Euh, qui a été très marquant aussi, c'est à quel point les dispositifs qui utilisent notamment la créativité, que ce soit en imaginant une histoire, euh, en imaginant une chanson, enfin, combien ces composantes-là aussi ont été une source de lien entre la dame et son mari. Euh, C'était vraiment reconstruire quelque chose ensemble euh, et qui était porteur finalement de ce qu'ils avaient pu construire en fait auparavant et de voir qu'ils étaient toujours capables de construire quelque chose ensemble, euh, bah, ça les rapprochait. Euh, et, euh, et puis une fois, je leur ai fait faire aussi un dispositif où j'utilise beaucoup le corps aussi en musicothérapie. Euh, et là, c'était sur une musique douce,
l'idée était de proposer donc à la dame dans son lit de faire des mouvements avec son mari en face d'elle, donc au pied du lit, il était debout, et il fallait faire des mouvements initiés par la musique, donc en lien avec ce qu'ils entendaient, mais on ne devait pas définir qui était à l'initiative des mouvements, et le rôle d'initiateur de mouvement devait se passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait une communication verbale ou non verbale, pas de clin d'œil, pas de sourire, enfin, en tout cas, voilà, pas un petit signe qui dit allez, maintenant c'est à toi, mais vraiment d'initier les mouvements, puis ensuite de laisser la place à l'autre initier ces mouvements-là. Ça a été un temps très, 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 très fort entre ces deux personnes. La dame avait les larmes aux yeux, et le mari, c'est simple, à la fin du dispositif, il m'a dit, mais c'est fou, on vient de faire l'amour sans se toucher. Euh, il y avait une telle connexion qui avait pu se faire à ce moment-là. C'était hyper beau, et c'était ça en fait aussi l'objectif, c'était d'accompagner la vie jusqu'au bout, euh, et de pouvoir les aider à continuer à créer, à être en lien tous les deux jusqu'au bout. Cette dame est décédée effectivement 2 mois après la fin de ce suivi, mais il y avait un tel apaisement à la fin des séances de musicothérapie, et une telle connexion avec son mari que c'était le moment à part dans la semaine. C'était ouais, le moment qu'elle attendait et qu'ils attendaient tous les deux en fait pour être connectés, en dehors de tous les soignants qui viennent faire la toilette, les pansements, donner les médicaments, apporter le matériel, les cartons, les livreurs. Enfin, voilà, faut imaginer que l'HAD, ça vient vraiment envahir le domicile des personnes qui sont soignées et leurs aidants. Et je ne l'ai pas dit ça au début, mais cette dame, du coup, son lit médicalisé, il était dans le salon, qui était en fait, c'était un salon avec la cuisine ouverte, mais du coup, elle était tout le temps là, en fait. Et elle avait pas, enfin, elle avait plus accès à sa chambre. Enfin, voilà. Donc, ça vient quand même changer pas mal de repères. euh, et du coup, de leur offrir finalement cette bulle d'intimité, euh, ce, cet espace-là si particulier, c'est hyper riche pour eux. Euh, donc voilà, donc pour moi, finalement, les soins palliatifs, l'accompagnement, ça va vraiment être d'aider à maintenir la vie jusqu'au bout. Et quand c'est une prise en charge avec les aidants, c'est d'aider à maintenir la vie et le lien entre les êtres jusqu'au bout. Donc ça, c'est pour le versant adulte. Euh, donc, je fais des suivis, enfin, j'interviens sur tout le secteur de la HAD, donc en adulte et aussi en pédiatrie. Et en pédiatrie, je vais vous parler d'une petite fille de 8 ans dont je fais le suivi actuellement, et qui a, pareil, un cancer au niveau du cerveau, métastasé, et dont on n'a plus de traitement curatif. Euh, la demande de prise en charge a émané des infirmières, parce que cette petite fille refusait le suivi psychologique à l'hôpital où elle est prise en charge pour sa chimiothérapie, parce qu'elle a quand même une chimiothérapie palliative. Elle refusait la psychologue de l'HAD. Elle avait essayé la psychomotricienne de l'HAD, mais très vite, elle avait refusé après une séance. Et donc, du coup, c'est là que l'infirmière a pensé à la musicothérapie. Et donc, c'était pour offrir à cet enfant un espace d'expression,
Et elle avait remarqué que à chaque fois qu'elle devait lui faire ses piqûres, elle se mettait à chanter. Et donc c'était ce lien-là qui a fait tilt pour elle, et elle s'est dit mais pourquoi pas lui proposer la musicothérapie. Donc du coup elle chantait pendant, donc voilà, donc la petite fille elle chantait pendant lors de la piqûre, et donc l'infirmière s'est dit ce serait bien de proposer la musicothérapie à cette petite fille. Donc elle en a parlé à la petite fille, à ses parents, tout le monde était d'accord, et je suis venue. J'ai fait un bilan psychomusical adapté à son âge, où finalement la partie active du bilan a été beaucoup plus importante. Et alors là, alors que c'était une petite fille qui avait jamais fait de musique, enfin qui a un piano à la maison mais qui a jamais pris de cours, qui s'amuse à pianoter, euh, il se trouvait qu'en fait, elle était d'une créativité incroyable, d'une écoute hyper développée, qu'elle chantait juste et qu'elle s'adaptait à ce que je pouvais lui proposer. Et donc, on a pu faire tout de suite partir sur des temps d'improvisation, de plaisir, de création, qui, voilà, qui ne s'arrêtait pas. Enfin, vraiment, on a pu faire ça, je pense, pendant 1 heure et demie. Et c'était source pour elle d'une énergie qu'elle n'avait pas forcément avant. Enfin, quand j'étais arrivée, voilà, on est sur une petite fille qui a quand même des chimiothérapies palliatives, qui est fatiguée, qui est douloureuse. Elle avait sa pompe à morphine avec elle. Enfin, voilà, faut imaginer tout ce contexte-là. Elle a plus de cheveux, elle a un turban. Enfin, voilà, je vous l'ai pas trop décrit en fait au début, mais c'est une petite fille normale de 8 ans, mais avec voilà, son cheveu, son turban, sa pompe à morphine, assez pâle. Et du coup, fatiguée, enfin voilà, qui montre qu'elle est fatiguée. Enfin, voilà, elle le fait pas exprès, mais on voit qu'elle est fatiguée. Et en fait, pendant les moments de création, pendant les moments où on peut improviser, jouer ensemble, c'est comme s'il y avait une étincelle, quelque chose qui se réallumait, ou qui s'allumait en tout cas. Il y a de la vie qui s'illumine dans ses yeux. Il y a du plaisir, il y a des rires. Alain l'a dit tout à l'heure, souvent on rigole, et oui, on rigole. Euh, et, euh, et donc, on a fait comme ça plusieurs séances avec différents dispositifs. Avec elle, j'ai beaucoup fait de musicothérapie active avec les instruments de musique. Et puis, il y a eu tout un aspect finalement un petit peu pédagogique où, pour lui permettre notamment de se sentir revalorisée, elle voulait apprendre à faire comme moi. Donc, moi, j'ai un ukulélé et j'arrive et j'accompagne souvent avec le ukulélé. Et donc, elle voulait apprendre à faire comme moi. Et à la fin de la première séance, ses parents lui ont acheté pratiquement tous mes instruments de musique. Ils ont acheté énormément d'instruments de musique quand je suis revenue la deuxième fois, parce qu'ils ont dit, bah, on a envie qu'elle puisse continuer à la maison ce qu'elle fait en séance. On voit que ça la rend tellement heureuse qu'on veut qu'elle puisse continuer. Donc voilà, donc ils lui ont acheté notamment un ukulélé. Euh, et, euh, et donc, on est parti sur l'apprentissage de quelques accords pour pouvoir jouer, du coup, des chansons très simples avec juste 2 ou 3 accords, et qu'elle, en fait, elle puisse se faire plaisir avec ces chansons-là. Et donc, dans cette pédagogie, bah, finalement, il y a quelque chose de thérapeutique puisque ça lui permet de se sentir revalorisée enfin, voilà, d'être fière d'elle et de prendre du plaisir. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, cette petite fille, en fait, elle ne sait pas qu'elle est en soins palliatifs. Elle ne sait pas qu'il n'y a plus de traitement curatif pour elle. Ses parents n'ont pas voulu lui dire. Mais on sait bien que même si on ne dit pas à un enfant, l'enfant, il comprend très vite tout ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est donc de pouvoir aussi permettre à cette petite fille d'avoir cet espace d'expression pour voilà, qu'elle puisse dire ce qu'elle ressent, ce qui se passe pour elle. Et donc, souvent, à travers
la symbolisation avec des instruments. On va venir essayer de jouer une émotion, à quoi ça ressemblerait si on devait, si une émotion a été transformée en musique, ça pourrait ressembler à quoi? Puis finalement, qu'est-ce qui nous fait ressentir cette émotion-là? Et c'est comme ça que bah, je l'amène à verbaliser sur ce qu'elle ressent, sur ce qui se passe. Et par exemple, bah, aujourd'hui, on était sur l'émotion de la peur et qu'est-ce qui lui fait peur? Et quand est-ce qu'elle ressent de la peur? Et elle a pu exprimer que, bah, par exemple, quand elle faisait des cauchemars et qu'elle faisait des cauchemars, euh, les nuits qui précédaient ses prises de chimiothérapie. Et, euh, et voilà, et donc c'est tout ça qu'on vit. Et cette petite fille, bien sûr, bah, il y a la petite fille qui est malade, mais il y a tout son entourage. Il y a ses parents, il y a son petit frère. Et puis, euh, normalement, dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, j'ai un quota d'intervention par patient, voilà, où on essaye de dire qu'il y a 10 séances de musicothérapie par patient, parce que bah, il faut bien que ça tourne et que bah, qu'il y ait des patients qui, enfin, si on reste toujours avec les mêmes patients, bah, on ne pourra pas en faire bénéficier aux autres. Mais il y avait un tel stress des parents pour cette petite fille qui avait tout refusé. De voir la musicothérapie s'arrêter, c'était vraiment très anxiogène pour eux. Et donc, ils ont fait une demande au médecin pour trouver une solution, enfin, parce que pour eux, c'était ouais, pas possible que ça puisse s'arrêter. Et donc, ça a été validé par ma directrice pour que cet accompagnement de cette petite fille puisse continuer sans date de fin. Alors, de manière du coup un petit peu plus espacée que maintenant où je la vois toutes les semaines, mais en tout cas qu'on puisse voilà, l'accompagner finalement jusqu'au bout. Parce que bah, ses parents ont remarqué que c'était la seule chose qu'elle acceptait et ils voyaient aussi que après ces séances, elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue et qu'en fait, elle était hyper fière de pouvoir montrer ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait pu faire pendant toute la séance. Et donc, c'est tout ça qui se joue pendant cet accompagnement. Alors, je sais pas trop en fait jusqu'à quelle heure j'ai. Je sais pas trop. Je vois même pas l'heure Écoute, en alors fait. on a pris pas mal de retard ce soir, Très Salomé. bien. Bah, je peux On a- m'arrêter là alors. J'ai fait un cas c'est- adulte, un cas enfant. Ouais, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Ok. Eh Pas ben, de souci. merci beaucoup Salomé, merci Alain, merci Aude pour vos super interventions. Euh, C'était passionnant et on va maintenant prendre un petit temps pour les questions éventuellement, s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas eu de questions dans le chat, donc je ne sais pas s'il va y avoir des questions maintenant. Donc, je vous laisse éventuellement soit lever la main, soit poser la question directement dans le chat. Et ensuite, alors il y a une question de Jan qui demande comment faire une séance auprès d'un ou d'une patiente qui est inconsciente. Je sais pas qui veut répondre, Alain, Aude ou Salomé. Je vous laisse. Moi, je fais pas trop de séances du coup auprès de patients inconscients. Donc, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre. Alain, si tu veux, je commence à répondre, mais n'hésite pas à compléter. Auprès d'une personne inconsciente, bah, finalement, c'est un peu comme auprès d'un patient non verbal, dans le sens où on ne peut pas recueillir ni d'informations, ni de consentement, ni de rien de tout ça de la part du patient lui-même. Euh, donc, bah, déjà, on s'appuie sur l'entourage quand il y en a. On s'appuie aussi sur l'équipe soignante parce que potentiellement, c'est un patient qui va être hospitalisé depuis un petit temps ou en tout cas, voilà, quand il arrive, souvent, il est quand même encore conscient, hein. La sédation, elle se met en place pendant l'hospice. Donc, du coup, on s'appuie, si nous, on ne l'a jamais vu avant la sédation profonde,
on s'appuie sur l'entourage, qu'il soit familial ou soignant. Et puis après, c'est quand même beaucoup d'observations aussi. Moi, je me souviens d'un patient alors là, pour le coup, je le connaissais très bien parce que je l'ai suivi pendant 4 ans avant qu'il arrive en fin de vie. Et en fait, j'avais fait une séance le matin et sa fille et son gendre étaient là. Et au moment où ils sont repartis, son gendre m'a appelé sur mon téléphone de l'hôpital en me disant on s'en va, mais on aimerait bien que vous puissiez revenir faire une séance avec lui cet après-midi. Donc j'y suis retournée l'après-midi et en fait il était très calme, hein, puisque de toute façon, enfin voilà, un état de conscience altéré. Il était très calme pendant toute la séance et il y a un infirmier qui est rentré pour changer une poche de la perfusion. Et à ce moment-là, il a commencé à gémir. Et là, l'infirmier m'a regardé en me disant il a fait ça avant que j'arrive. Alors, en message un peu codé parce qu'il voulait pas non plus envahir le temps de la séance. Et je lui dis non, non. Il me dit bon, bah, je m'en vais, je reviens plus tard. Et donc, voilà, c'est plein de petits signes comme ça, soit physiques, soit de gémissement, soit qui peuvent aussi nous orienter. Mais voilà, faut pas hésiter aussi à être sur l'échange avec l'entourage. Alain, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, en fait, ça dépend en fait aussi bon, déjà, si je connais la personne ou pas, comme tu dis, hein. Euh, En général, quand je connais pas la personne, j'interviens pas parce elle peut pas dire non. Et peut-être que c'est juste pas ce qu'elle veut. Sauf si l'entourage dit ah non, elle adorait, enfin qu'est-ce qu'elle aurait aimé, voilà. Et autrement, des fois, c'est pour l'entourage aussi qu'on fait ça, qu'on joue c'est-à-dire, des fois d'ailleurs, je leur donne des instruments et puis, eux, ils voient les réactions. Même la personne dans le coma, mais ils voient des choses qui ont changé. Mm. Ou la musique, d'un coup, ils se rendent compte qu'elle est «Oh mince, on est sur le même rythme que la respiration». Enfin, il y a des choses comme ça où on voit que, ben, on n'est pas si loin. Donc là, c'est plus pour, l'entourage dans ce cas-là. Merci pour vos réponses. Alors, on a une autre question de Sophie qui nous demande si vous pouvez dire si à travers votre expérience que la musique guérit et fortifie la personne qui reçoit ses bienfaits sonores. Bon, on peut déjà répondre que non, la musique ça ne guérit Non. pas, évidemment que non. Après, je vous laisse répondre si vous avez. Non, à aucun moment on peut avoir la prétention d'imaginer que notre pratique va guérir quoi que ce soit. Euh, Par contre, on vient en soutien, en accompagnement pour le patient, pour les équipes de soins, pour les traitements médicamenteux, pour voilà, le parcours de soins en général. On peut avoir, moi, alors j'en rigole, mais parce que les patients rigolent aussi, mais pour les patients qui ont l'habitude de faire des séances avec moi, des fois j'arrive dans la chambre et puis ils me disent attendez, Aude, avant la séance, je me fais mon petit bolus. Mais parce qu'ils savent en fait que la combinaison bolus de morphine plus la séance de musicothérapie, ils vont avoir un effet du bolus qui va être plus rapide et qui va durer plus longtemps. Parce qu'encore une fois, la musicothérapie, elle vient en soutien du traitement médicamenteux. Elle permet, dans la phrase que je disais tout à l'heure, d'en sublimer les effets. Mais voilà, on ne guérit pas. Vous dites aussi fortifie la personne, ça peut la soutenir dans un aspect émotionnel et mental aussi. Mais non, on ne peut pas parler de guérison, on parle de soutien et d'accompagnement. Merci Aude. Il y a une autre question de Mariani qui demande si c'est pas trop lourd de faire un bilan psychomusical avec ces personnes en fin de vie, vu la temporalité dont tu parlais Alain aussi tout à l'heure. Je sais pas qui veut répondre. En fait, Je sais pas. j'en fais pas, hein, En- Enfin, c'est ouais, l'échange en fait. ouais. Ça se fait, mais en condensé. Disons que c'est pas. Mais après, ça dépend de quoi on parle, parce que je pense qu'en HAD, tu as les personnes plus longtemps, non? Ouais, tout à fait. Moi, je peux faire des bilans justement psychomusicaux parce que
quand je prends en charge ces personnes-là, on n'est pas sur la phase terminale des soins palliatifs. Et c'est ce que j'ai expliqué. En fait, moi, c'est une prise en charge qui est plus précoce. Et soins palliatifs ne veut pas dire décès imminent, hein. Voilà. On peut être des années en soins palliatifs. Voilà. C'est cette représentation-là qu'il faut avoir en tête. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. La phase palliative, elle a différentes phases, justement. Et oui, quand on est dans le début de la phase palliative, qui veut dire la non-curabilité de la maladie, là, les bilans, ils vont être possibles parce que finalement, on est dans une temporalité qui est la même que pour n'importe quel autre patient. C'est quand on arrive en accompagnement de fin de vie où là, la temporalité est différente et où du coup, ça va être plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, ça veut dire qu'on le fait de manière adaptée et non formelle, finalement. C'est ce que tu disais, Alain. Mais on ne va pas faire entretien, bilan actif, bilan réceptif comme on ferait. Voilà. Non, heureusement. Ok, bah merci pour la réponse. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. Ah, si. Si. Alors, on demande si vous avez l'expérience du chant a cappella ou du chant avec un support instrumental enregistré. Je ne sais pas ce que ça. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de ça ou est-ce que vous avez quelque chose à Pour le fournir? Je sais pas patient ou le patient qui chante ou le thérapeute qui chante? Ouais, est-ce que vous pouvez préciser un peu la question, s'il vous plaît? Oh oui, oui, souvent. Thérapeute qui chante, ouais. Oui, oui, mais aussi avec la personne, hein. Des fois, on improvise des trucs, hein, c'est-à-dire même sans instrument, oui, bien sûr. Ok. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Donc je pense qu'on va. Ah, si, il y a Florence qui lève la main. Florence, tu peux mettre le micro si tu veux pour poser la question, hein. Pardon. Oui, bonjour bonsoir à tous. J'avais une question en fait, parce que j'ai écouté vos différentes expériences et on sent quand même que c'est des expériences, enfin c'est particulier. Moi, j'ai aussi travaillé au tout début, j'étais en soins palliatifs et en fait, je me dis, est-ce que en fait vous avez envie, par exemple, d'avoir une autre population ou est-ce que c'est vraiment, ça vous semblerait en fin de compte moins intense et moins, voilà, c'est une question en fait qui m'interroge parce que moi je me pose cette question dans ma pratique en fait. Je sais que ce que j'ai vécu en soins palliatifs et en accompagnement de fin de vie, c'était tellement particulier et intense. Et c'est vrai que j'adore toutes les séances que je fais avec d'autres patients, mais il y a un truc très particulier en fait que je ne retrouve pas. Et je voudrais savoir si vous avez ce même sentiment. C'est une très bonne question. Moi, en étant en onco, j'interviens à tous les stades de la maladie. Donc, du coup, je ne fais pas que du soin palliatif, j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup d'accompagnement de fin de vie aussi. Mais c'est vrai que je vois les patients à différents stades de la maladie, donc ce qui fait que les prises en charge sont très variées et très différentes les unes des autres. J'ai essayé à un moment donné d'aller vers autre chose que l'accompagnement de la maladie grave et le milieu hospitalier. Et en fait, je me suis rendu compte que cette intensité que j'avais dans le milieu hospitalier et dans l'accompagnement de la maladie grave, bah, finalement, c'est un peu ce qui me faisait vibrer. Et donc, je vais répondre à ta question de manière un peu détournée, mais c'est pas le soin palliatif qui fait que enfin, euh, pour moi, ce qui fait la force de ma pratique aujourd'hui, ce qui vraiment me fait vibrer, ouais, je veux dire comme ça, c'est ce combo milieu hospitalier, maladie grave et soins palliatifs. Et en allant vers autre chose, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse. Moi, je vais répondre que aussi pareil, je fais pas que du soin palliatif.
comme je l'ai dit au début, je travaille aussi dans un hôpital de soins généraux et même en HAD, je ne vois pas que des patients en soins palliatifs. Donc, j'ai une pratique qui est très, très diverse et variée. Mais effectivement, il y a une intensité qui est particulière dans les prises en charge en soins palliatifs. Oui, moi aussi, hein, j'interviens dans d'autres domaines, notamment là, c'est récent, depuis 1 an en psychiatrie, où j'ai trouvé curieusement, enfin, c'est peut-être que je suis déformé par les soins palliatifs, mais j'ai trouvé quelque chose de très similaire du point de vue de l'éphémère, du moment présent, de pas savoir, d'avoir le contrôle sur rien, qui est une chose que c'est curieux, mais au fond, je peux pas m'en passer. Mais pour moi, mon axe reste les palliatifs. Je pense que j'ai un centre de gravité qui est là et Mm. c'est quelque chose, je peux pas m'imaginer arrêter ça. On n'y est pas pour rien en soins palliatifs. Eh oui. On n'est On pas y pour est parce rien. qu'on est appelé. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des musicothérapeutes dans toutes les unités de soins palliatifs. Vraiment, c'est essentiel. Parce que c'est aussi pour l'équipe soignante, hein. Mm. On n'en a pas parlé, mais l'équipe soignante en bénéficie aussi. Bah, il faut motiver toutes les USP, hein. On a encore des questions. Oui, Anne-Laure qui demande s'il est possible de trouver plus de détails sur le dispositif mis en place par Monsieur Bensoussan. Alors aujourd'hui, de publier, il y a pas grand-chose. Ouais. Monsieur Bensoussan va bientôt sortir un livre, donc je ne l'ai pas encore lu ce livre, mais j'imagine qu'il en aura parlé forcément. Enfin, je pense. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais je pense. Et aujourd'hui, alors je ne veux pas avoir l'impression de me vendre, mais le seul article publié qui reprend plus ou moins ce protocole-là, c'est l'article de l'étude que j'ai menée à l'ICM il y a 3 ans. Donc je peux vous mettre le lien PubMed dans la conversation si vous voulez. Et du coup, le dispositif y est décrit. Alors je ne fais pas le protocole en entier parce que dans le protocole de M. Bensoussan, il y a une induction verbale au début que moi je ne fais pas. Et sinon, vraiment, la partie improvisation instrumentale, c'est ce que lui nous a enseigné à la fac. Ah bah, tu peux partager le lien sur Ouais, sur la je vais conversation. mettre le lien sur PubMed, sur la conversation. Et il y a une dernière, je pense que ça sera la dernière question de Michael qui demande quel impact votre travail en soins palliatifs a-t-il sur votre vie personnelle? Eh ben, ça met dans, Supervision. ouais, supervision et puis autrement, ça met dans la vie, hein. Parce que comme on est toujours avec cette coprésence qu'un jour ça s'arrête, on est vraiment dedans, quoi. Parce qu'en soins palliatifs, quand même, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a plein de vie, quoi. C'est exactement ça. J'allais dire, on accompagne la vie jusqu'au bout. Et en fait, c'est beau, les prises en charge en soins palliatifs. Moi, je dis toujours que mes accompagnements les plus forts, les plus intenses et les plus beaux, et pas tristes, hein, vraiment beaux, c'est les accompagnements de fin de vie. Et émotionnellement, c'est pas toujours évident, mais il faut aussi trouver ces façons de décharger, on va dire. Et alors, bien sûr, une supervision est indispensable, c'est évident, euh, mais, euh, mais c'est beau. Il y a Frédéric qui demande si c'est souhaitable d'approcher les USP pour offrir des séances de musicothérapie sans appel d'offres. Enfin, je pense que oui, hein, on peut répondre oui. Ah, bah, de toute façon, Évidemment, si on quoi. si on attend les après appels eux, d'offres, c'est comme tous les autres services, hein. Je veux dire, il ne faut pas attendre après eux, quoi. Il faut évidemment les solliciter. On va conclure, si c'est OK pour vous. Bah, je voudrais faire un grand merci à vous trois, Aude, Salomé, Alain, pour vos interventions qui étaient passionnantes et bah, à tout le monde aussi d'être venu pour votre présence. Vous pourrez retrouver la webconférence de ce soir sur YouTube bientôt, sur la chaîne de la FFM. Je vous rappelle aussi que la
prochaine et la dernière webconférence aura lieu le 20 novembre à 19h30. Ce sera sur le thème de la musicothérapie et la santé mentale. Voilà. Donc, grand merci à toutes, à tous. Et puis, on vous souhaite une très très belle soirée. Et vous avez un bonjour de la présidente de la FFM qui pense très fort à tout le monde et qui n'a pas pu être là malheureusement ce soir, mais qui pense à vous. Voilà.